Rahim et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos qui concerne le TP de mécanique du solide. Alors, vu les circonstances de cette année, on va se limiter uniquement à deux TP, l'étude d'un mouvement de rotation et d'un mouvement oscillatoire et l'étude d'un gyroscope. On va voir en fait les différents types de rotation qui existent pour un solide, à savoir la gyration, la précession et la nutation. Alors, on va commencer par le premier TP qui concerne mouvement de rotation. On va utiliser un système très très simple. Il est constitué par un tambour susceptible de tourner autour de lui-même, par une tige sur laquelle on va placer deux masses, telles que cette distance pivot masse M1 est égale à la distance pivot masse M2. Donc normalement, on va avoir une tige qui est bien horizontale, bien équilibrée. On va enrouler un cordon autour du tambour et puis sur le bout du cordon, on va accrocher une masse. Alors la masse va descendre, ce qui fait le système va tourner. Voilà, donc la masse, on voit bien qu'elle descend et le système tourne. Le but de cette manip, c'est de déterminer d'abord la loi du mouvement. C'est très bien que le solide, il tourne, d'accord, mais est-ce qu'il tourne avec une vitesse constante, une accélération constante, etc. C'est ce qu'on va voir. Et le deuxième objectif, c'est la détermination du moment d'inertie de notre système. Alors, la deuxième partie, ça concerne le mouvement oscillatoire. Donc, on va utiliser le même système, mais cette fois-ci, cette distance-là va être différente de cette distance. Il s'agit donc ce qu'on appelle un pendule pesant. Alors, si on écarte la tige d'un angle alpha quelconque et on lâche, eh bien, la tige va basculer avec une certaine période. La période, elle est constante. Elle ne dépend pas de cet angle-là. En mesurant la période, on arrive à déterminer le moment d'inertie du système. Alors peut-être avant de continuer, il est préférable de faire un rappel sur les moments, du moins sur les moments qu'on va utiliser dans le cadre de ce TP. Alors à commencer par le moment de force. Quelle est la différence entre une force et moment de force? On sait très bien que lorsqu'on étudie les mouvements en translation, eh bien, généralement, on utilise la relation fondamentale de la dynamique, somme des forces est égale à m gamma, somme des forces qu'on applique sur le corps qui se déplace. Alors que là, ben, on n'a pas le droit de dire somme des forces est égale à m gamma. Pourquoi? Parce que la force toute seule ne suffit pas. Il faut dire où est-ce qu'on a placé cette force. Bon, bien sûr, je parle des cas des solides. Alors, dans le cadre de cet exemple-là, vous avez une clé qui joue le solide. On a utilisé une clé pour dévisser un boulon ici. Alors, le but, c'est de faire tourner ce solide. Alors, vous voyez très bien que si on applique une force de 10 newtons ici, par exemple, eh bien, c'est pas pareil que si on applique la même force ici. Ici, il y a toutes les chances. Est-ce qu'on arrive à tourner la clé, le solide? Alors que là, bon, il y a toutes les chances. Est-ce que la clé ne tourne pas, le solide ne tourne pas? Donc, dire qu'on a somme des forces pour les solides en rotation, ça ne suffit pas. Il faut dire où est-ce qu'on a appliqué cette force. Ici, là ou encore là. Donc, le fait, cette phrase-là, force plus où est-ce qu'on a placé cette force, bon, c'est remplacé par le moment de force. Les mathématiciens nous disent que vous parlez du moment de force qui est égal à OM. O, c'est le pivot. M, c'est l'endroit où vous avez appliqué cette force. Et puis, la force a une direction, bien sûr, et une amplitude. Donc, le moment de force veut dire j'ai appliqué une force à cet endroit-là. Donc, il y a précision de l'endroit où on a appliqué la force. Alors, il y a un autre moment très important, c'est le moment cinétique. Le moment cinétique, c'est tout simplement le moment qui correspond à la quantité de mouvement. Bon, généralement, il est noté sigma. Sigma, c'est comme tout à l'heure, c'est OM vectoriel. Au lieu de la force, eh bien, on a la quantité de mouvement. On sait très bien que pour les mouvements uniformes, les mouvements de translation uniformes, la quantité de mouvement se conserve.
Eh bien, sachez que pour les solides en rotation, ce n'est pas la quantité de mouvement qui se conserve, mais c'est le moment cinétique qui se conserve. Donc, le moment qui correspond à la quantité de mouvement qui se conserve. Le troisième moment qu'on va voir toujours dans ce TP, c'est le moment d'inertie. Bon, je préfère étudier en quelque sorte un cas très très simple. Là, il s'agit d'un solide qui tourne autour d'un axe delta. Alors, le moment d'inertie de ce solide-là par rapport à cet axe, c'est l'intégrale sur m, sur la masse de notre solide, r au carré. R, c'est la distance qui sépare l'axe delta à l'élément dm. Donc, vous remarquez très bien que le I ne dépend pas uniquement de m, mais elle dépend aussi de la distribution de la masse par rapport à l'axe de rotation. Suite à ça, si vous avez une sphère, un solide de forme sphérique de masse, on va dire 1 kg, vous allez obtenir un moment d'inertie I-sphère. Si vous modifiez, si vous remplacez la sphère par un cylindre, même chose de 1 kg, eh bien vous allez obtenir un autre moment d'inertie. Pourquoi? Eh bien parce que les petits r ne sont pas pareils. La distribution de la masse autour de delta n'est pas pareille pour les deux solides, sphère et cylindre. Alors en physique, ça c'est mathématique, en physique, le moment d'inertie représente la résistance à la rotation. Donc plus le I est grand et plus le solide a du mal à tourner. Bon, je vous donne un autre exemple, ça serait plus parlant aussi. Bon, sous certaines conditions, on peut montrer très facilement que le sigma, le moment cinétique, est égal à I, moment d'inertie, multiplié par oméga. Oméga, c'est la vitesse angulaire. On a dit tout à l'heure que sigma, c'est une constante lors d'une rotation uniforme, du moins, qui est égale à I fois oméga. Si ça, c'est une constante, ça veut dire que si I est grand, alors oméga est petit, et l'inverse, si I est petite, alors oméga est grand. Donc on voit bien que si I est grand, le oméga, la vitesse angulaire, va être faible. Ça veut dire que le solide a du mal à tourner. Donc ça représente la résistance à la rotation. Je vous donne l'exemple de la patineuse. Pour que la patineuse tourne très très vite, donc avec un oméga qui est grand autour de cet axe-là, donc la patineuse doit diminuer le I. Donc il faut un I qui est petit. Or I, on a dit, c'est cette relation-là. Alors I petit, ça veut dire que soit la masse est petite, soit les petits r petits. Bon, pour la masse, elle peut rien faire. La patineuse, elle a ce qu'elle a comme poids, elle peut rien faire. Mais pour le petit r, cette distance-là, eh bien, elle peut les modifier. Elle doit avoir un petit r ou des petits r qui sont petits. C'est la raison pour laquelle elle regroupe ses mains et ses pieds autour de l'axe de rotation. Comme ça, le R, les petits R vont être petits, et donc le I va être petit, et donc le oméga va être grand. Donc elle va tourner très très vite. Lorsqu'elle veut ralentir, donc oméga, lorsqu'elle veut diminuer le oméga, elle doit augmenter le I, et pour augmenter le I, elle doit augmenter les petits r. Et donc elle va écarter ses mains et ses pieds par rapport à l'axe de rotation. Alors pour la deuxième manip, l'étude d'un gyroscope. Un gyroscope, c'est un système très simple. Il est constitué par un disque qui tourne autour d'une tige. Et là, on met sur l'autre bout de la tige, on met une masse. Alors la masse, elle sert à équilibrer le système. Comme ça, on va avoir une tige qui est plus ou moins horizontale. Lorsque le disque tourne autour de cet axe-là, autour de la tige, on parle de gyration ou encore rotation propre. Alors là, le système peut tourner autour de cet axe-là. Lorsque le système tourne autour de cet axe, on parle de la précession. Alors, tout à l'heure, on va voir qu'est-ce que la nutation. On va exploiter ces deux types de rotation, la gyration et puis la précession, pour déterminer d'une manière pratique le moment d'inertie de notre disque plus
le tambour. Alors pour la giration, il y a comme ça s'appelle, un petit tambour derrière ce disque sur lequel on va enrouler le fil. On va accrocher comme tout à l'heure une masse sur le bout du fil, une masse petit m. On va mettre la masse à une hauteur petit h du sol et puis on lâche. La masse va descendre, celui-là il va tourner et nous on va mesurer le temps qu'il faut pour que la masse touche le sol. C'est ce qu'on appelle le temps de chute. Alors si vous avez le temps de chute, vous avez h, etc. À l'aide de cette relation, on peut déterminer le moment d'inertie très facilement. Pour la précession, vous allez voir dans le cours que pour créer la précession, il suffit de donner une rotation à ce disque et puis déséquilibrer avec une masse petit m le système. Donc déséquilibre plus rotation va vous donner le mouvement de précession. Alors si on mesure la période de rotation, donc la giration, et on mesure la période de précession, le temps qu'il faut pour que le système fasse un tour, bon, on arrive à déterminer d'une manière pratique le I, le moment d'inertie de notre système. Voilà, donc on a ajouté une masse de déséquilibre et on a donné on a tourné en fait le disque et la précession est créée. Pour la nutation, vous allez voir dans le cours et même dans le TP que si on a une rotation propre ici, si on a une giration, et si on donne une impulsion mécanique à la tige ou encore à cette masse, eh bien on va créer un nouveau type de rotation, c'est ce qu'on appelle la nutation. Alors là, on va faire plusieurs essais. Et à chaque fois, on va mesurer la période de nutation et on mesure la période de rotation et on va montrer qu'ils sont toujours proportionnels, quelle que soit la période ici et quelle que soit l'impulsion qu'on donne. Donc Tn sur Tr, c'est toujours une constante. Alors la nutation, voilà, c'est ce mouvement-là. On voit bien que ça tourne, enfin, il y a une nouvelle rotation. Bon, maintenant, on va passer à la salle de TP pour voir